dont on a dit qu'il était aussi un grand cycliste. Ça va me permettre bonjour à tous et merci de votre invitation, merci à Daya, d'amener un argument sur la question qui était anticoagulation et cycliste. Je trouve que ces molécules-là vous amènent un avantage, contrairement aux AVK. C'est que les AVK, vous aviez une anticoagulation chronique, que vous arrêtiez 12 heures ou 24 heures le traitement, vous restiez anticoagulé. Avec ces molécules-là, le fait de prévoir votre prise, par exemple, le soir ou en fin d'après-midi, fait que le matin, vous avez un niveau d'anticoagulation, en tous les cas circulante, qui est plutôt faible. Et si jamais il y avait un traumatisme, vous êtes plutôt protégé. Donc c'est un des avantages de ces molécules, et du coup, je ne contre-indique plus la pratique du cyclisme à ces patients-là. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler des différentes posologies que vous avez avec ces molécules et qui créent un vrai problème. Parce que vous avez à votre disposition, vous aurez très bientôt à votre disposition tous ces schémas posologiques. Et pour une molécule, le rivaroxaban, vous imaginez qu'il y a toutes celles qui arrivent, il y en a 3 autres sur le marché, enfin 2 autres sur le marché, bientôt une 4e. Il va falloir qu'on retienne ces schémas posologiques. Et c'est souvent un peu complexe. On a commencé à l'évoquer avec l'orateur précédent. Et ce que je voudrais vous raconter ici, c'est le rationnel et l'histoire du développement de ces posologies. Parce qu'une fois qu'on l'a entendu une fois, on comprend bien pourquoi on doit prescrire et les raisons qui sont sous-jacentes à ça. Et ça nous évitera, à nous tous, mais à nos collègues, des mésusages. Quand on fait des recherches de doses, on fait des études de doses, et on commence toujours par l'orthopédie. Je vais passer très très vite sur ces indications, mais vous êtes dans la situation où vous avez à introduire pour la première fois à des malades un médicament anticoagulant dont vous ne connaissez rien. Et en termes sécuritaires, vous avez plutôt envie de l'introduire à un malade pas malade. Et quand on s'intéresse à l'orthopédie, on s'intéresse à de la PTH-PTG, donc on arrive à trouver des sujets qui ont de l'arthrose, mais qui n'ont rien d'autre. Donc c'est des volontaires sains arthrosiques. Et en termes sécuritaires, on aime beaucoup commencer par eux. D'autre part, si on donne des doses trop faibles, on va très vite s'apercevoir qu'on est inefficace avec de la phlébographie. Or, les thromboses à la phlébographie sont cliniquement pas si pertinentes que ça. C'est un bon marqueur de thrombose, mais pas si grave. Sur le plan clinique, on arrêtera les doses trop faibles. Pour les doses trop fortes, c'est exactement la même chose. Si le patient doit saigner, il va d'abord saigner sur la cicatrice avant de saigner dans la tête. Et on arrêtera très très vite les groupes qui ont des trop fortes doses. Donc c'est quelque chose qu'on aime plutôt. Puis l'énorme avantage de ces études en orthopédie, c'est que la dose que vous allez trouver en orthopédie, si vous la multipliez par 2, vous n'êtes pas si loin de la dose que vous allez utiliser à dose curative. Donc en termes de proof of concept et d'aide à la détermination des doses suivantes, c'est plutôt intéressant. Ce n'est pas l'indication qui nous intéresse le plus ici, elle intéresse grandement le laboratoire, mais très clairement, le rivaroxaban, avec les différentes études de doses qui ont été faites et le programme de phase 3, montre qu'à 10 mg une fois par jour, à dose prophylactique en orthopédie, vous avez une efficacité significative par rapport au Lovenox pour les événements symptomatiques, sans excès significatif de risque hémorragique. Donc on est parti de cette dose 10 mg une fois en orthopédie qui est validée. Après, il fallait passer en dose thérapeutique et on a 3 indications qui ont intéressé ce laboratoire, en tous les cas qui pour le moment sont validées. C'est le traitement de la maladie veineuse thromboembolique, la prévention de l'AVC sur fibrillation atriale et la prévention secondaire dans le syndrome coronarien aigu. Et est-ce qu'on est obligé de se faire une étude de dose dans chacune de ces indications, sachant que c'est des études lourdes, des études coûteuses, et puis des études que les investigateurs, moi compris, on n'aime pas trop parce que c'est des prises de risques importantes. Et donc, pour la maladie veineuse thromboembolique, l'intérêt, c'est qu'en moyenne, les patients ont 60 ans dans cette pathologie, donc plutôt jeunes quand vous comparez ça à la fibrillation atriale. Donc, si je voulais faire des études de dose potentiellement trop faibles, potentiellement trop fortes, je vais préférer aller dans la veine que dans la FA compte tenu de l'âge. Autre argument pour la veine, c'est qu'on a un critère d'évaluation dite substitution, c'est qu'on va compter les aggravations scintigraphiques de l'embolie pulmonaire et les aggravations échographiques du thrombus. Or, si vous faites ça dans la fibrillation atriale, on n'a pas de critère intermédiaire de l'AVC. Donc, si vous êtes parti avec une dose trop forte, vous allez vous prendre des AVC, vous n'aurez pas de critère intermédiaire, vous disant attention, c'est trop bas. Et puis, la troisième indication, le syndrome coronarien aigu, c'est une molécule qu'on va donner en plus des antiplaquettaires. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir faire après avoir eu beaucoup plus d'informations sur la molécule et on ne va pas commencer par cette indication.
Donc vous avez ici une des explications pour le fait qu'on ait choisi de faire les études de dose dans la maladie veineuse thromboembolique et pas dans la fibrillation atriale. L'autre argument extrêmement important pour être parti dans la veine plutôt que dans la FA, c'est quand vous regardez le pronostic des phlébites embolies pulmonaires, le profil évolutif et du risque thromboembolique et le profil évolutif dans la fibrillation atriale, vous êtes sur des courbes complètement différentes, avec une zone très à risque dans la première partie pour les phlébites embolies pulmonaires, puis un effet plateau, alors que vous avez un risque complètement uniforme dans la fibrillation atriale, constant au cours du temps. Et ça a comme implication que si vous faites une étude de dose dans la fibrillation atriale, vous allez trouver la dose d'anticoagulant oral direct par rapport aux ABK, mais vous n'allez pas pouvoir couvrir la phase initiale très à risque. Or, si vous faites une étude de dose dans la maladie veineuse thromboembolique, vous allez pouvoir déterminer une dose intensive initiale et puis vous allez pouvoir déterminer une dose d'entretien ici. Et vous ferez comme extrapolation que cette dose d'entretien est aussi valable pour la dose d'entretien dans la fibrillation atriale. Est-ce qu'on avait des arguments pour penser qu'il fallait un traitement intensif à la phase initiale de la phlébite et de l'embolie pulmonaire? Oui, c'est cette étude qui a été faite dans l'embolie pulmonaire qui montre qu'un nouvel anticoagulant, très clairement, si vous ne montez pas les doses dans les premières semaines, est en échec par rapport au traitement standard. Et cette dose intensive, pendant combien de temps il faudrait la donner? Eh bien, tout ça vient d'une étude de phase 2 qui date de 2001 où on s'était attaché à évaluer le risque thromboembolique au 21e jour. Et il n'y a rien eu d'autre comme rationnel que ces 21 jours pour déterminer le schéma posologique du rivaroxaban. On va y aller. Donc 2 études de dose ont été faites. Une étude de dose a été faite à 3 semaines. On a testé plusieurs doses de rivaroxaban versus un traitement comparateur. Et vous voyez qu'on a fait une scintigraphie, un échodoppler au départ chez les patients qui avaient une thrombose proximale. On a répété cette scintigraphie et cet échodoppler à 3 semaines, les 21 jours de mon étude de tout à l'heure. Et puis vous voyez qu'on aura dans cette étude 40 mg une fois par jour versus 20 mg 2 fois par jour. Donc on aura une comparaison directe une fois à 2 fois par jour. Une deuxième étude de dose a été faite, cette fois-ci pour la dose d'entretien, puisqu'on va répéter la scintigraphie et l'échodoppler à 3 mois, et non plus pendant la phase précoce, et ici on sera en 1 fois par jour. Les résultats de cette étude, pour la première à 3 semaines, pour la dose intensive, très clairement, si vous donnez 20 mg 2 fois par jour, vous êtes plus efficace que la même posologie quotidienne donnée en 1 fois par jour. Il y a beaucoup plus de patients qui s'améliorent en scintigraphie en échodoppler qu'en 2 fois qu'en 1 fois par jour. Et puis la deuxième information, c'est que 20 mg 2 fois par jour est associé à un risque hémorragique trop important par rapport aux doses plus faibles. Donc 20 mg 2 fois, c'est trop fort, mais il faut donner ce produit en 2 fois par jour. Si on passe cette fois-ci à l'indication de la dose d'entretien, vous voyez que 20 mg 1 fois par jour est aussi efficace que les doses plus fortes, a tendance à faire un petit peu moins saigner et semblait une dose plutôt sécuritaire par rapport au traitement comparateur. Et donc, le schéma qui a été utilisé, c'est 20 mg une fois pour la dose d'entretien qu'on va retenir, et puis il nous restait à trouver la dose en 2 fois par jour pendant les 21 premiers jours, 20 trop fort, 10 probablement un peu trop bas, et donc on est revenu sur des simulations pharmacocinétiques. Vous avez ici ce que donne en moyenne chez les populations de 60 ans qui ont une phlébite, une embolie pulmonaire dans ces véhicules, les concentrations en rivaroxaban, et l'hypothèse qui a été faite, c'est de trouver la dose qu'on devrait donner en 2 fois par jour pendant les 21 premiers jours pour avoir des concentrations maximales qui n'augmentent pas, pour ne pas augmenter le risque hémorragique, et des concentrations minimales qui augmentent pour augmenter l'efficacité pendant cette période à très haut risque thromboembolique. Alors les simulations, c'est toujours magique, et si vous donnez 15 mg 2 fois par jour, vous avez des Cmax qui sont complètement superposables et des Cmin qui sont plus élevés. Et donc l'hypothèse était de retenir comme schéma posologique dans les phases 3, 15 mg 2 fois par jour, puis pendant 21 jours, puis 20 mg 1 fois par jour. Est-ce qu'il fallait faire un ajustement posologique? On en a parlé tout à l'heure, à l'âge, au sexe, au poids. En fait, on revient sur ces simulations pharmacocinétiques. Ici, vous avez le comportement d'un patient moyen avec une phlébite, une embolie pulmonaire. Il a en moyenne 60 ans, 80 kg, une fonction rénale normale. Et vous voyez que les patients qui altèrent leur fonction montent un petit peu leur concentration, mais pas de façon significative. 90 ans, c'est pareil. 45 kg, c'est pareil.
vous avez l'explication, en tous les cas pharmacocinétique, au fait qu'on n'ajuste pas ces posologies, 15 mg 2 fois par jour, puis 20 mg une fois par jour, dans le traitement des phlébites et embolies pulmonaires. Donc ces études, elles ont été faites, je vais passer très vite sur les résultats, puisque Sylvie Laporte va vous les donner, mais vous voyez quand même qu'avoir augmenté la dose pendant 21 jours, puis une dose d'entretien, nous a permis d'être au moins aussi efficace que le traitement comparateur, et ne pas prendre de pénalty. Et puis, en termes de risque hémorragique, d'avoir augmenté la dose pendant 21 jours n'a pas augmenté le risque hémorragique. Donc on était vraiment sur un schéma posologique, 15 fois 2 pendant 21 jours, 20 une fois. Le problème de la veine, c'est que, je vous l'ai dit, vous avez très peu de patients âgés, très peu de patients insuffisants rénaux modérés et très peu de patients de faible poids corporel. Quand vous passez à la fibrillation atriale, vous voyez que la moyenne d'âge n'a plus rien à voir, que la moitié des patients ont plus de 75 ans, qu'ils ont une insuffisance rénale modérée à moins de 50 ml/min dans un cas sur 5 et un taux de petit poids qui est finalement pas si élevé. Et donc, quand on est passé dans la fibrillation atriale, on n'a pas refait d'études de dose, on a gardé 20 mg une fois, qui était la dose d'entretien trouvée dans la phlébite et l'embolie pulmonaire, mais on s'est dit on va faire un ajustement posologique sur un critère qui pourrait prendre en compte la fonction rénale, l'âge des patients, le poids corporel. La meilleure façon de faire, c'est de prendre le Cockcroft. Pas pour estimer la fonction rénale, mais pour prendre en compte la fonction rénale, plus l'âge, plus le poids, plus le sexe des patients. Et donc, l'idée, c'était de trouver un ajustement posologique chez ces patients fragiles, avec un Cockcroft à moins de 50 ml/min, qui vous donne des concentrations à peu près superposables à la population générale à fonction rénale normale. Vous avez ici le profil type d'un patient à fonction rénale normale, plus de 50 ml/min. Si vous donnez 20 mg une fois par jour à un patient qui a un Cockcroft à 35 ml/min, vous voyez que ses concentrations augmentent, que l'intervalle de confiance lui aussi augmente. Et la question qu'on demandait aux simulations, c'est quelle posologie il faut donner pour que les concentrations en vert reviennent au même niveau que les concentrations en bleu chez quelqu'un de normal. Et si vous donnez 15 mg une fois par jour à un insuffisant rénal modéré, vous observez exactement les mêmes concentrations qu'à 20 mg une fois par jour chez quelqu'un qui a une fonction rénale normale. Et ça vous donne le schéma posologique de la fibrillation atriale, 20 mg une fois par jour à tout le monde, puis 15 mg une fois par jour chez les patients avec insuffisance rénale modérée. Donc dans Rocket, on passe très vite. C'est une molécule donnée à ces posologies qui marche aussi bien que les antivitamines, qui a tendance à faire un petit peu mieux, tendance à faire un petit peu moins saigner, et c'est significatif pour les hémorragies intracrâniennes. Vous connaissez ces résultats. Surtout, on va faire un focus chez ces patients qui avaient un Cockcroft entre 30 et 50 ml/min, chez qui on a descendu la posologie. Vous voyez qu'on descend la dose, alors qu'on restait à INR 2 à 3 pour antivitamine K, on a conservé l'efficacité du produit, et heureusement qu'on a baissé la posologie, puisqu'on a un risque hémorragique qui est contrôlé. Donc vous avez la vraie justification à vraiment donner 15 mg une fois par jour, et surtout à faire des Cockcroft réguliers à vos patients, et à donner la bonne posologie chez ces malades. Dans la veine, on avait dit qu'on ne ferait pas d'ajustement posologique. On a montré que dans la fibrillation atriale, de donner 15 mg une fois par jour chez des patients insuffisants rénaux modérés, c'était efficace et sûr. Et pourquoi on ne serait pas, en revenant à phlébite embolie pulmonaire, chez quelqu'un qui a insuffisance rénale modérée, il ne faudrait pas faire le même ajustement posologique? Parce que vous avez une embolie pulmonaire, on ne tient pas compte de votre rein. Si vous avez une FA, on tient compte du rein. Ça paraissait un peu absurde. On est retourné dans les études. Et on a essayé de trouver des patients fragiles, alors soit très vieux, soit fonction rénale altérée, soit poids très faible. Vous voyez que dans ces études, alors qu'on a donné 20 mg une fois par jour à tout le monde, on n'a pas d'excès de risque hémorragique. Donc le labeling que vous allez trouver dans le Vidal, il est un peu bizarroïde, et on va vous dire que vous pouvez donner 15 mg une fois par jour dans la phlébite et embolie pulmonaire si le patient est à risque hémorragique. Mais vous n'avez pas d'ajustement systématique à faire sur la seule notion du Cockcroft. Donc c'est la vraie différence entre fibrillation atriale et phlébite embolie pulmonaire. Ça tient compte simplement des résultats de ces études de phase 3. On va passer maintenant au syndrome coronarien aigu. Alors c'est vrai que le sportif qui va se prendre l'AFA plus du syndrome coronarien aigu, il va commencer à être un petit peu limité, mais quand même c'est pour que vous compreniez pourquoi il y a eu une posologie développée un peu bizarroïde. Vous avez ici l'activation plaquettaire, vous savez que vous pouvez la bloquer, et notamment c'est ce qu'on fait dans la première année suivant un post-infarct.
par un inhibiteur de la voie de l'ADP, par un inhibiteur de la voie du thromboxane. Vous connaissez ces molécules et c'est une association aspirine plus clopine ou aspirine plus prasu ou aspirine plus ticagrelor. Et y a-t-il une place pour bloquer complètement la plaquette et rajouter un inhibiteur de la voie de la thrombine avec un anticoagulant? Ça a été largement développé. On sait qu'on peut le faire avec les antivitamines K, qu'avec A plus aspirine plus clopidogrel, ça marche plutôt pas mal. Et donc, mais le problème, c'est que les patients saignent. Mais en termes d'efficacité, on gagne à bloquer les trois voies. Et l'idée, ça a été de développer le rivaroxaban dans cette indication, soit en association seule avec l'aspirine, soit en association aspirine plus clopidogrel. C'est une étude de dose complexe. On va tester placebo versus rivaroxaban 2 fois par jour versus rivaroxaban 1 fois par jour. Et pour chaque schéma en 2 fois ou en 1 fois par jour, on va tester 3 doses différentes. 2,5 2 fois ou 5 une fois, 5 2 fois ou 10 2 fois, 20 10 2 fois ou 20 une fois. Et les résultats de cette phase 2 sont sans ambiguïté. Si vous donnez le produit en 2 fois par jour, vous êtes plus efficace qu'en 1 fois par jour, c'est vrai, quelles que soient les posologies faibles. Et en termes de risque hémorragique, on a l'impression, au moins pour les posologies faibles, qu'on gagne. Donc de cette étude-là, de dose, on sait que le rivaroxaban, dans cette indication prévention secondaire du SCA, associé aux antiplaquettaires, il faut le donner en 2 fois par jour. Le laboratoire, bien qu'on ait un risque hémorragique avec la dose 10 mg par jour qui soit 2 fois plus élevée qu'avec la dose 5 mg 2 fois par jour, va partir sur une grosse étude de phase 3 que vous connaissez, qui est Atlas 2 TIMI 51, où on va tester placebo, rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour en plus de aspirine plus clopidogrel, ou rivaroxaban 5 mg 2 fois par jour en plus de aspirine plus clopidogrel. Les résultats sont les suivants. La faible dose est aussi efficace que la forte dose et en termes de décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral, plus efficace que le placebo. Données que je ne vous montre pas ici, la plus faible dose, 2,52 fois, est associée à une réduction significative de la mortalité, ce qui n'est pas vrai avec la dose de 5 mg 2 fois par jour. Probablement qu'avec 5 2 fois, on a perdu des patients à cause d'accidents hémorragiques et donc perdu le bénéfice. Et en termes de risque hémorragique, vous voyez que, bien sûr, de mettre un anticoagulant en plus des antiplaquettaires fait plus saigner qu'un placebo, c'est des anticoagulants, on aurait été surpris de trouver le contraire. Et vous voyez que la faible dose permet de gagner de façon significative en termes de risque hémorragique. Et ce produit à l'AMM européenne,